Alors, pour l'anecdote, j'ai déjà fait Cloud Ouest l'année dernière. J'ai fait Cloud Est à Lyon en physique au mois de juin. Là, c'est le Cloud Sud. Donc, au final, il me reste que Cloud Nord, a priori. Donc, je vais tout faire pour essayer d'être speaker l'année prochaine. Comme ça, j'aurai fait le tour de France en hybride, parce qu'il y en a certains qui sont en physique et d'autres qui sont virtuels. Aujourd'hui, donc l'idée, c'est de vous parler un peu des aspects FinOps dans le cloud, avec un focus spécifique sur Google Cloud. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc, juste pour me présenter, donc je m'appelle Saif Eddine Mansouri, donc je suis CTO Cloud chez Sphere et également GDE Cloud depuis maintenant moins de 2 ans. Donc, le programme GDE, donc c'est un programme communautaire pour ceux qui ne le savent pas, qui est drivé par Google sur ces technologies. Et donc, il y a plusieurs catégories, entre autres le cloud. Donc, je suis joignable sur pas mal de canaux, notamment sur Twitter ou LinkedIn. Je préfère beaucoup LinkedIn, parce qu'après, c'est des préférences personnelles. Donc, je suis assez actif. Et donc, on peut se connecter avec un grand plaisir. Donc, le talk du jour, c'est FinOps, un nouvel espoir. Donc, je pense que vous avez compris la référence par rapport à l'épisode 4 de Star Wars. Et donc, l'idée, voilà, c'est de présenter ces ensembles de pratiques et tout l'espoir que ça va apporter par rapport aux organisations qui sont confrontées à des problématiques de coûts au niveau du cloud. Avant d'attaquer la partie technique, j'aimerais bien vous faire une petite présentation de Sphere. Ça prendra 2 minutes. Donc, Sphere, donc, on est une boîte d'expertise technique. Donc, on est présent dans cette localisation en France et au Benelux. Le vaisseau amiral, c'est à Paris, mais on va dire, on s'agrandit de plus en plus dans les autres agences. On fait que de la croissance organique, donc on ne fait pas de rachat de boîtes. Pour l'instant, on fait que du recrutement sur profil. Et on est plus de 850 consultants, pardon, à travers toutes les agences. Chez Sphere, on a 3 métiers complémentaires. Donc, le métier historique de Sphere, c'est MakeReal. Donc, c'est tout ce qui est construction de software et de plateformes pour nos clients, que ce soit du cloud, de la data, du mobile. Voilà, donc tout ce qui est doing, on va dire. On a donc le métier de formation. Donc, c'est un métier qui nous tient à cœur avec notre organisme de formation Sphere Institute. Donc, on donne pas mal de formations sur Google Cloud, sur Linux Foundation, le Kubernetes, sur AWS, sur Azure, et j'en passe. Donc, on a un catalogue qui est assez riche. Et on a créé, il y a peu de temps, donc une nouvelle entité de consulting qui s'appelle WinVision et qui permet de se positionner en amont de la réalisation des projets pour tout ce qui est accompagnement des boards, des connects et C-level pour leur stratégie et leur transformation digitale et tout ce qui est go to cloud. Enfin, on a une grosse relation avec Google Cloud, puisqu'on est partenaire depuis des années maintenant, depuis 2008, où on a commencé à faire les premiers bêta testing d'App Engine, et la relation, elle s'est renforcée à travers le temps, où on est devenu partenaire premier en 2017. C'est un peu le gros milestone, on va dire. Et donc là, après, on a rajouté pas mal d'options, en quelque sorte. On est devenu reseller, on a rajouté des spécialisations, on s'est rapproché aussi de Sens pour créer des offres autour de tout ce qui est contrôle locaux et pourquoi pas les accompagner pour tout ce qui est cloud souverain. Et par contre, moi, je suis très ravi de partager, en tout cas, une annonce qu'on a eue à Next, la grosse conférence de Google, il y a maintenant 2 semaines, où on a été récompensé par The Partner of the Year pour la partie service pour la France. Donc ça, c'est une consécration assez importante qui, personnellement, me tient à cœur parce que j'étais là, ou en tout cas, aux prémices de la création de la practice cloud à proprement dit chez Sphere. Allez, assez parlé introduction. Donc, on va attaquer donc la partie technique. Juste un petit tour de raison sur le cloud. Voilà, une introduction un peu générale pour poser le décor. Donc, je pense que la plupart d'entre vous sont familiarisés avec les piliers du cloud computing. Donc, c'est ça les piliers qui sont énoncés donc en tout cas par les organismes de standardisation. Donc, on est plutôt sur des ressources qui sont à la demande, en self-service. Aujourd'hui, tout le monde peut aller sur Internet, créer un compte ou souscription, whatever, et il peut provisionner des ressources sans avoir besoin d'intermédiaire. Bon, en entreprise, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans l'absolu, tout le monde peut le faire. Pour provisionner ces ressources, on a besoin, et les exposer, on a besoin d'un réseau qui est global, d'accord, qui soit accessible à travers le monde, dans toutes les régions, mais qui permet aussi de connecter les ressources entre eux d'un point de vue connectivité privée. Les géants du cloud, entre autres Google, Amazon ou Azure, ont créé donc des data centers à travers le monde, en tout cas en mutualisant les ressources
pour les mettre à disposition aux clients avec des coûts qui soient bas, puisqu'en fait, on n'a pas des ressources qui sont dédiées. Et ce qui permet, du coup, par la force des choses, d'avoir une sorte d'élasticité qui soit rapide, puisque les ressources, elles sont à disposition. On n'a pas besoin d'aller rajouter des serveurs, de les raquer, de les configurer. Tout est déjà en place. Et si on manque de capacité dans un data center, on est capable de router le trafic et les demandes de provisioning vers d'autres. Et enfin, on est sur un modèle économique qui est un peu différent de ce qu'on avait l'habitude d'avoir en prem, puisque tout est mesuré maintenant et on paie uniquement par rapport à ce qu'on a provisionné ou par rapport à ce qu'on a utilisé. Les nuances par rapport au type de modèle de service, justement, quand on va juste après. Pareil, vous connaissez tout ce qui est IaaS, PaaS. Donc IaaS, c'est vraiment le plus bas niveau de provisioning. On va avoir la main sur toute l'infra et les couches de bas niveau. C'est vraiment, c'est de l'AVM, hein, si on veut simplifier. On a la partie PaaS. C'est le cloud provider qui s'occupe de toute la plateforme et nous, on s'occupe du code. On va donner le code métier, la donnée et peut-être quelques métadatas de configuration. Et c'est le cloud provider qui va s'occuper du build, du déploiement, de la scalabilité, de l'exposition de l'application, notamment App Engine, par exemple. Donc, ça, c'est parmi les produits PaaS. Et enfin, donc, on a des solutions SaaS qu'on retrouve, je pense, tous sur Internet. C'est des softwares de service. C'est vraiment clé en main. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à gérer. En fait, tout est managé par le cloud provider. Après, au fil du temps, il y a d'autres buzzwords, en tout cas, qui sont apparus de la forme XaaS, en quelque sorte. Donc là, vous avez donc la partie CaaS avec tout ce qui est container as a service. On trouve ça notamment sur toutes les technologies autour de la containerisation, type par exemple Cloud Run, où vous pouvez donc déployer des containers en mode serverless. Vous avez tout ce qui est FaaS, Function as a Service, notamment Lambda, Cloud Functions. Voilà, donc le paysage il est assez riche aujourd'hui en termes d'offering d'hébergement d'applications. On vient vraiment aux bases, hein. C'est comment je peux héberger mon application, parce que ça, le besoin primaire de la plupart des sociétés. Bien sûr, on a aussi d'autres besoins, notamment tout ce qui est bare metal. Les cloud providers aujourd'hui offrent des solutions clés en main pour les sociétés qui voudraient avoir un contrôle plus avancé sur les serveurs physiques qui vont héberger leur VM pour des raisons de sécurité, pour des raisons de compliance aussi, où en fait, ils ne peuvent pas partager le même host avec un autre client, mais aussi pour des raisons de licensing. Voilà, parfois, vous avez certains softwares où on ne peut pas les installer sur VM, donc on a besoin d'avoir du bare metal, notamment Oracle, je pense, depuis un moment. Okay. Donc, vous avez compris maintenant, voilà, on a posé le décor, on a le cloud, on a compris un peu ce que c'est, les différents modes d'hébergement d'applications. Maintenant, on va s'intéresser aux termes qui correspondent donc à notre présentation. Le terme Ops, vous le connaissez déjà, donc c'est Operations. Et donc, il y a énormément de termes qui gravitent autour de ça. XOps, on a DevOps, SecOps, DevSecOps, GreenOps. Il y a énormément, en tout cas, de termes qui gravitent autour. Et donc, aujourd'hui, c'est la partie FinOps, c'est tout ce qui est Financial Operations. Donc, c'est ça vraiment la version longue. Et c'est un mouvement, on va dire, c'est un mouvement, c'est un ensemble de pratiques qui ont émergé clairement pour faire rapprocher les mondes DevOps et le monde des finances. Bon, avant, on a créé les DevOps pour rapprocher les devs et les Ops. Et maintenant, cette population, elle doit être aussi sensibilisée et concernée par les modes de consommation dans le cloud et l'aspect financier, parce que ce qu'il développe et ce qu'il déploie a un coût. D'accord? Et donc, il doit être sensibilisé, acculturé par rapport à ça pour contribuer dans l'effort collectif d'optimiser l'utilisation de la plateforme. Donc, c'est ça un peu l'esprit global des aspects finance. C'est vraiment comment je peux utiliser les données qui sont remontées par la facturation pour optimiser les dépenses et l'efficience en quelque sorte de l'argent que je vais mettre dans cette plateforme. Alors, il y a énormément de ressources sur Internet. Vous avez donc un livre qui est un peu une référence, hein, c'est Cloud FinOps. Vous avez aussi le site de la FinOps Foundation, qui est un peu la fondation affiliée à Linux Foundation qui gère donc tous les travaux autour des aspects FinOps et notamment les certifications. On verra ça vers la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est un constat qu'on a pu voir à travers maintenant plusieurs années d'expérience d'accompagnement de clients vers le cloud, que ce soit de migration, de modernisation, c'est que les dépenses dans le cloud
elles ne font qu'augmenter. Mécaniquement, les dépenses augmentent. C'est rare si en tout cas on continue un usage normal des ressources cloud, à moins d'avoir une coupure budgétaire et couper tous les serveurs et les supprimer ou décommissionner des applications entières. Si vous continuez à utiliser le cloud tel que vous l'avez utilisé dès le départ, les coûts vont augmenter. D'accord? Donc là, on a certains rapports qui donnent un peu les chiffres de consommation dans le cloud, hein, globalement, mais c'est des chiffres en fait je pense, qui ont explosé depuis 2019. Je n'ai pas eu le temps en tout cas de chercher les chiffres à date, mais voilà, donc je pense que c'est quelques milliards de dollars de spend, en tout cas dans les data centers des cloud providers. Donc, il y a un point très important et primordial, c'est que le FinOps, c'est pas réduire les coûts. Souvent, les clients, les utilisateurs, pour eux, je vais faire du FinOps. Et pour eux, dans leur inconscient, faire du FinOps, c'est réduire les coûts. C'est pas exactement ça, en fait. OK, ça peut être une conséquence, en tout cas, de réduire les coûts, peut-être, hein, ou pas. Mais le plus important, c'est comment je peux créer de la valeur par rapport à l'argent que je dépense dans le cloud. Il faut que chaque dollar que je dépense ou chaque euro que je dépense dans le cloud doit être justifié et optimisé. C'est ça vraiment l'objectif. D'accord? Donc, il ne faut pas s'égarer, on va dire, de l'objectif principal et en gros le garder en visu. Alors, aujourd'hui, en fait, l'utilisation du cloud, elle peut être parfois un peu naïve. C'est-à-dire qu'on va utiliser des ressources, on va les provisionner. J'ai besoin d'un nouveau serveur, je le fais. Voilà, donc en mode liberté totale. Mais il faut il faut en tout cas réfléchir et imaginer une utilisation qui soit un peu plus raisonnées, un peu plus maîtrisées. D'accord? C'est pas parce que j'ai des ressources à disposition que je peux les utiliser ou que j'ai le droit de les utiliser comme je veux. Donc, il faut faire attention. Il faut garder à l'esprit, en tout cas, cet aspect d'optimisation des dépenses qu'on va engager dans le cloud. Et donc là, c'est les études, en tout cas, qui le démontrent, suivant la maturité donc, des entreprises. Bon, aller vers le cloud, c'est facile en général. Donc, on a vu, hein, c'est assez simple. On est en self-service, on est en full autonomie, on a toutes les possibilités fantastiques qui sont offertes par les différents services du cloud. Mais souvent, on se heurte un peu à l'aspect coût, parce que quand la facture elle va arriver au niveau de la DAF ou des achats, bah, parfois ça peut grincer des dents, parce que on avait avant des coûts qui étaient plutôt stables, maîtrisés. On parle souvent de CAPEX, d'accord? Donc, Capital Expenditure. En gros, on va faire du provisioning, on va acheter des serveurs, on va louer des data centers et le coût, il est souvent fixe. Donc, on a un coût fixe, on paye voilà, un montant tous les ans et ainsi de suite, ou tous les mois. Donc, vraiment, il y a un coût fixe sur une durée fixe. Donc, il n'y a pas de surprise. Là, dans le cloud, les factures peuvent être assez différentes. On peut passer du simple double sur un mois parce qu'on a eu beaucoup de trafic, on a eu un événement particulier. Et donc, il faudra arriver à expliquer ces factures. Et donc là, on est plutôt sur un mode de consommation qu'on appelle OPEX. D'accord? Donc, on est sur l'operation expenditure. D'accord? Donc, c'est vraiment, on va payer uniquement par rapport à ce qu'on a utilisé. Donc, on évite tous les coûts qu'on va avancer pour acheter du matériel. Et bien sûr, on va profiter des dernières technologies sans avoir à réfléchir à décommissionner des serveurs ou à les remplacer tous les 4 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cloud, toutes les couches, elles peuvent générer des coûts. D'accord? Bah, souvent, il y a des coûts qui sont visibles. On les voit tout de suite quand on va utiliser le service, mais il peut y avoir aussi des coûts cachés. D'accord? Mais sachez que tout génère des coûts, bien évidemment, hein, suivant ce que vous allez utiliser, les OS, le stockage, le réseau, la partie observabilité, l'hébergement d'applications, si on utilise des OS qui sont payants, ainsi de suite. D'accord? Donc, en tout cas, pas mal de choses peuvent générer des coûts, à part quelques fonctionnalités plutôt de management, on peut les appeler comme ça, comme par exemple, je vais gérer les droits d'accès à mes utilisateurs. Bah, ça, c'est pas une fonctionnalité qui est payante, parce que c'est une fonctionnalité support nécessaire et obligatoire pour l'utilisation du cloud. Si vous comparez l'ensemble du top 3 des cloud providers,
vous allez remarquer quelque chose d'assez intéressant, puisque entre tous ces cloud providers-là, les prix, ils varient. On n'a pas en fait une homogénéisation, une harmonisation d'un point de vue prix, sachant, bon, on parle des CPU, on parle de la RAM, on parle du stockage. Donc, les unités, on va dire, de coût sont les mêmes. Donc, il n'y a pas une grosse différence, des OS, ainsi de suite. Mais par contre, chaque cloud provider, il fixe ses prix, suivant bien sûr ses marges, suivant sa stratégie commerciale. Et donc là, on peut trouver donc des prix qui soient assez variés. Et donc bon, on va pas aller dans le détail pour chacun des cloud providers. Ici, l'objectif, c'est pas de dire qui est le moins cher, c'est pas du tout l'objectif, mais voilà, de dire que les coûts peuvent être différents et c'est au client voilà, de choisir les prix qui l'intéressent et surtout les services qui l'intéressent, pas que techniquement, mais aussi fonctionnellement, qui répondent à ses besoins métiers. C'est là où c'est très important aussi. Donc, si on commence par la data, c'est parmi les postes de coûts les plus importants dans le cloud. D'accord? Et donc, souvent, ça va être matérialisé par des espaces de stockage binaires, notamment S3, Azure Storage, Cloud Storage chez Google. Et donc, et on va trouver des classes de stockage. Ces classes de stockage, elles ont à peu près toutes la même nomenclature. On va retrouver du stockage d'utilisation de tous les jours, ce qu'on appelle de la haute data. Et plus on va vers la droite, par exemple ici, on est sur du stockage qui est à plus long terme. C'est de l'archivage, c'est des données qu'on va rarement utiliser, à moins qu'il y ait du data recovery ou voilà, ou pour les dièges archivés pour des raisons réglementaires. Mais sinon, on ne devrait pas les utiliser. Et dans ce jeu-là de stockage de données, plus on va vers la gauche, plus le stockage coûte cher, et plus on va vers la droite, plus le coût pour retrouver la donnée est plus cher. Donc, si vous êtes en haute, je donne un exemple, c'est-à-dire que le coût du stockage, il est plus cher que Archive par la force des choses pour stocker, mais par contre, pour retrouver de la donnée, pour lire de la donnée, pour la retrouver, c'est quasiment, ça s'approche sensiblement de nul parce que c'est de la donnée qui est vouée à être utilisée de façon fréquente. Donc ça, c'est à peu près l'esprit. Et donc là, donc aujourd'hui, en fait, il faut faire attention par rapport à ça. Et donc, il y a les cloud providers aujourd'hui vont utiliser des mécanismes d'intelligence, notamment chez Google, pour automatiquement déplacer de la donnée, sans avoir ce que c'est l'utilisateur qui le fasse, d'une classe à une autre, suivant la fréquence d'utilisation. Donc là, on va commencer à retrouver un peu quelques mécanismes d'intelligence artificielle. Je ne veux pas trop entrer dans les détails par rapport à ça, parce que je pense que je vais être bombardé de GenAI depuis des mois maintenant. Alors, maintenant, on a compris à peu près c'est quoi le FinOps, à quoi il s'applique, quels sont les postes de coût. Maintenant, pour établir une stratégie FinOps qui soit efficace, on a besoin d'avoir des ambassadeurs. D'accord? Donc, ces ambassadeurs-là, c'est des personnes, ça peut être des personnes dédiées ou des personnes qui ont des mandats supplémentaires par rapport à leur travail de tous les jours. Et ce qu'on appelle, c'est l'équipe FinOps. Donc, cette équipe-là, c'est vraiment l'équipe qui va être un peu l'interface entre les différents personas en entreprise et les cloud providers, notamment les product owners, les métiers, les ingénieurs. Et donc, c'est eux qui sont un peu l'interface pour expliquer les coûts, pour gérer les négociations, par exemple, mais aussi pour implémenter les optimisations qui sont proposées par les plateformes ou qui sont aussi proposées par les utilisateurs. Donc, on va faire un focus sur Google Cloud. C'est un cloud que je connais assez bien puisque je le pratique depuis des années maintenant. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir un peu le capot et de comprendre un peu la stratégie de Google, sachant que la plupart des cloud providers ont établi des stratégies qui sont plus ou moins similaires. Mais là, on va faire un focus sur Google Cloud. Donc, chez Google, en fait, il y a trois phases clés des pratiques FinOps. Donc là, on a l'équipe FinOps. Et donc, elle va avoir un certain nombre de tâches qu'elle va réaliser. Et donc, c'est souvent cyclique. Donc, on va commencer d'abord par la partie information. Donc là, c'est clair que comme pour la partie observabilité, pour pouvoir agir, prendre des décisions, on a besoin d'avoir de la data, on a besoin d'avoir des métriques, de la donnée. Sans la donnée, on ne pourra rien faire. Et donc, dans ce cas, on a besoin d'avoir les données de facturation détaillées par poste de coût, par produit, par service, par label. On verra tout ça juste après. Et une fois qu'on a récolté ces données-là, donc c'est plutôt un travail qui est plutôt qui est dans la durée. Hein, tout ce qui est FinOps, c'est pas quelque chose qu'on va faire juste au début d'un projet ou à la fin d'une migration, mais c'est quelque chose qu'on va faire dans le temps.
Deuxième chose, deuxième étape, c'est la partie optimisation. C'est comment je peux détecter des pistes d'optimisation par rapport à mes ressources. Et donc là, je peux me faire aider par des outils avec pas mal d'IA, justement pour me donner des recommandations. Et enfin, on est sur la partie operate qui nous permet du coup de réaliser ces optimisations-là et de les implémenter. Les ressources dans le cloud. Donc là, on va rentrer un peu en détail, en fait, pour détailler un peu l'implémentation, en tout cas, de ces différentes étapes. Sachez qu'aujourd'hui, chez Google, donc, il y a une hiérarchie assez particulière dans laquelle les ressources sont rattachées à des projets, les ressources peuvent être rattachées à des folders et les folders peuvent être rattachés à des organisations. Ce qui va générer les coûts, c'est bien évidemment les ressources et les ressources sont rattachées au projet. Donc, les comptes de facturation vont gérer un ou plusieurs projets. D'accord? Donc, dans une organisation, on peut avoir plusieurs comptes de facturation, mais souvent, il y a un compte de facturation principal auquel sont rattachés les projets. On peut imaginer aussi des comptes de facturation séparés pour tout ce qui est test et tout ce qui est production ou production hors production. Voilà, c'est des choses qu'on peut aussi recommander, voire même des organisations différentes de test et de production. On a des clients qui ont opté pour ce genre d'options. Et donc, vous avez compris, du coup, un compte de facturation peut en tout cas concerner un ou plusieurs projets. Et donc, tout ce qui est facturation est remonté à partir des ressources pour arriver jusqu'au compte de facturation. Ça, c'est juste, en fait, entre parenthèses, si vous avez besoin d'estimer les coûts dans le cloud avant d'y aller, il y a aussi un outil qui s'appelle Calculator. Donc, je peux vous le montrer, Calculator. Et donc, lui, hop, Calculator. Donc, c'est un outil Google Pricing Calculator. Donc, c'est un outil que vous pouvez trouver en ligne. Donc, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde et dans lequel vous pouvez faire des estimations par rapport. Donc, là, j'ai déjà fait une estimation auparavant, j'ai récupéré un lien tout fait. Voilà, j'ai mis une machine virtuelle dans la région Paris avec un certain nombre de CPU et de RAM. Et voilà, donc vous avez l'ensemble des produits normalement, ce qui vous permet du coup d'avoir une estimation avant d'opter pour un service ou un autre. Hop. Et bien sûr, vous pouvez aussi partager les estimations que vous avez faites parce que Google va vous générer un ID pour chacune des estimations. C'est comme ça que j'ai retrouvé la mienne. Les prix chez Google, ça c'est très important pour comprendre la facturation, sont découpés par ce qu'on appelle les SKU, Stock Keeping Unit. Donc, pour un service, vous pouvez avoir plusieurs SKU. Par exemple, pour Compute Engine, qui est l'offre de machines virtuelles, bah, vous allez avoir des SKU qui soient différentes par type de machine, pour le stockage, pour la RAM, ainsi de suite. D'accord? Pour les GPU, par exemple, on peut imaginer des choses beaucoup plus poussées. Et donc, ces SKU-là, c'est eux qui vont apparaître au niveau de vos factures. Et donc, ça a un ID et c'est rattaché à un service. Vous avez bien sûr le lien qui vous permet d'aller consulter l'ensemble des SKU qui sont disponibles. Alors, dans l'effort du coup d'optimisation des coûts et en tout cas de contrôle, vous avez un certain nombre de mécanismes chez Google qui vous permettent en tout cas de maîtriser cet aspect facturation. Le premier, c'est l'aspect budget. Vous avez la possibilité de définir des budgets par rapport à vos projets. C'est-à-dire, par exemple, pour ce projet-là, il ne faut pas que ça dépasse 100 dollars ou ça dépasse 1000 dollars. D'accord? Ou vous pouvez aussi les mettre en place pour un compte de facturation dans l'ensemble. Nous, par exemple, chez Sphere, je sais qu'on a un compte de facturation de test qu'on utilise, Sandbox, et on a mis, par exemple, on est plusieurs centaines à l'utiliser, on a mis 1000 dollars de budget. D'accord? Ce qui nous fait à peu près un budget annuel à 12 000 euros de spend Google Cloud pour le test, pour tout ce qui est test, POC, voilà, expérimentation. Et donc, il n'a pas vocation, ce budget-là, en tout cas, à bloquer votre consommation. L'objectif, c'est vraiment vous alerter en temps et en heure si vous dépassez ce que vous avez prévu. Donc là, ça vient les alertes que vous pouvez définir. Vous allez dire, voilà, moi, je vais recevoir des alertes. Donc, il y a des seuils par défaut. Je pense que c'est 50, 90, 100. Mais vous pouvez les personnaliser. Et donc, moi, si je me mets dans le costume, en tout cas, d'un billing administrateur, si je reçois, imaginons, une alerte à 90% le 3 du mois, bah, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc là, j'ai intérêt à aller voir réellement au niveau du compte de facturation pour découvrir pourquoi je suis arrivé à 90%. Il y a forcément un problème. À l'inverse, si je reçois la même alerte le premier du mois, pas le premier, le 30 du mois, on va dire, hein, à la fin du mois, avant pas le 30, le 27 du mois, je pense que je ne vais pas prendre d'action particulière.
pour moi, ça va me paraître assez normal que je sois à 90% le 27 du mois. Et donc là, c'est un usage qui est plutôt normal. Bien évidemment, on a parlé des rapports, on va les voir juste après. Donc ça, c'est tous les rapports qui sont générés au niveau de la partie facturation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été annoncée, que je vais vous montrer, en complément des rapports. Et dernière chose, c'est les quotas. Donc les quotas, en fait, en gros, c'est des sortes de limitations et de garde-fous que vous pouvez définir sur vos ressources. Par exemple, d'ailleurs, vous avez pas mal de quotas qui sont définis par défaut. Par exemple, je vais dire, je veux avoir un quota de 20 vCPU utilisables pour ce projet-là sur la région France. Comme ça, un développeur qui va provisionner des ressources, même s'il a pas la main, de toute façon, il n'aura pas la main sur les quotas normalement. Et donc là, s'il essaie de provisionner beaucoup plus de machines avec plus de vCPU que de 20, ben, il sera arrêté. Donc, il aura une alerte pour dire, voilà, limit is exhausted, donc elle a été dépassée, donc il ne pourra pas aller plus loin. Bon, ça, c'est globalement ce qui est possible de faire. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est la partie labellisation. Aujourd'hui, la plupart des produits chez Google supportent la partie labellisation. Donc, c'est vraiment des paires de clés-valeurs. C'est du texte arbitraire. Donc, il y a certaines règles, hein, ne dépasse pas une certaine taille, un certain nombre de caractères. Donc, ça permet de rajouter de l'information, de la métadonnée au niveau de vos ressources, notamment comment activité, environnement, équipe, produit, filiale, division, tenante. Et ça permet du coup, par la suite, au niveau des rapports, de pouvoir filtrer par rapport à ces labels. Nous, ce qu'on recommande à la plupart des clients, quand on les onboard dans le cloud, c'est d'établir ce qu'on appelle une convention de nommage. Et dans cette convention de nommage, on va retrouver la convention de nommage pour les labels. On va définir un ensemble de labels qui sont obligatoires. Et le fait de les rendre obligatoires, on va les automatiser dans notre infra as code. On va dire, voilà, pour toutes les ressources que vous allez devoir provisionner, on va contrôler que vous avez bien rajouté le label qui va bien. D'accord? Après, peut-être il va y avoir d'autres labels qui soient optionnels. Donc ça, c'est le billing report. Je peux vous le montrer tout à l'heure au niveau de la console aussi. On fera un petit tour dans la console. Donc voilà, c'est vraiment le spend que vous avez sur le mois. Je peux vous donner aussi un forecast. Si vous continuez sur la même lancée, vous aurez telle facture à la fin du mois. Vous pouvez filtrer, grouper par projet, par folder. Vous pouvez même descendre au niveau des SKU dont on a parlé tout à l'heure pour descendre dans les lignes dans les lignes de dépenses réelles. Alors, la nouveauté dont je parlais, c'est FinOps Hub. Alors, personnellement, je l'ai vu à Next il y a 2 semaines. Et donc, FinOps Hub, c'est une sorte en fait de portail, en tout cas, dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des informations qui vous permettent d'optimiser votre plateforme. Ça va vous donner d'abord un score, d'accord? Là, vous avez en fait une sorte de scoring qui est donné par rapport à votre plateforme et un niveau de maturité. Donc là, ça, j'ai pris un screenshot par rapport à notre environnement de test. Bon, la maturité, elle est plutôt médium parce que parfois, on ne fait pas attention. Clairement, aux dépenses, tout le monde ne fait pas forcément attention, mais ça reste dans la moyenne. On n'a pas forcément, quand vous avez remarqué, on n'a pas forcément des actions critiques à entreprendre. Donc, il n'y a rien de grave en quelque sorte, mais il y a peut-être des pistes d'amélioration et le potentiel d'économie qu'on pourrait faire. Je dis, voilà, sur un mois, vous pouvez peut-être économiser 518 euros. Bon, je pense que tout n'est pas forcément réalisable parce que parfois, il y a des dépenses qui sont justifiées. Mais je pense qu'il y a une grande partie qu'on pourra appliquer. Et donc là, vous allez donc avoir un ensemble de recommandations intelligentes qui vont être émises pour pouvoir optimiser l'infra. Et donc, là, on regarde déjà les savings. Donc là, on est plutôt sur une grande partie sur la partie computing J, sans surprise. On a pas mal de VM qui sont provisionnés, notamment pour tout ce qui est GKE, ainsi de suite. Et il y a aussi de l'optimisation qui peut être faite sur la partie SQL. Et j'en passe, d'accord? Vous avez aussi une fonctionnalité, pour nous, pour l'instant, elle n'était pas encore évaluée, mais il vous compare aussi, il fait des benchmarks. C'est-à-dire qu'il va vous comparer par rapport à vos pairs, d'accord? Pour voir votre posture d'un point de vue FinOps, comment elle est. D'ailleurs, au niveau de la FinOps Foundation, vous avez un certain nombre d'études par rapport à des sondages qui sont faits chez les utilisateurs pour collecter, par exemple, quels sont les points FinOps qui sont les plus difficiles à achever, quels sont les bloqueurs qu'ils ont rencontrés au niveau des entreprises. Donc, il y a énormément d'informations qui est plutôt
assez riche. Vous avez la possibilité aussi d'exporter votre facturation. Donc, il y a deux types de facturation, soit vers des fichiers, donc cloud storage, soit ce qui est recommandé plutôt vers BigQuery. D'accord? Donc là, dans BigQuery, vous allez pouvoir faire des requêtes et pourquoi pas faire de la visualisation. Aujourd'hui, vous avez des dashboards par défaut et anciennement dans Data Studio. Maintenant, c'est le Core Studio, mais vous pouvez le câbler avec n'importe quel outil de visualisation et générer et créer des dashboards. C'est souvent demandé par les boards, par le management. Ça peut être aussi intéressant de le faire aussi par des équipes. Donc, l'équipe centrale de FinOps, parmi aussi ses responsabilités, c'est justement mettre à disposition ce genre de dashboard. Par exemple, par filiale, on a des sociétés qui sont multinationales ou qui ont plusieurs divisions. Et donc là, l'idée, c'est de leur fournir une vision synthétique par rapport à leur consommation, justement pour les sensibiliser et les faire adhérer à l'effort collectif d'optimisation de coûts. Vous avez aussi un dashboard aussi qui est GKE Metric, qui est spécifique à GKE. Donc, GKE, c'est Google Kubernetes Engine. Donc là, ça vous donne aussi les dépenses. Ça peut être par namespace. On peut aussi descendre au niveau des ressources, au niveau des services, des déploiements, ainsi de suite. Donc là, vous avez une granularité qui est assez intéressante d'un point de vue coût. Même on peut aller jusqu'au pod. Alors, Compute Engine, si vous avez remarqué, en fait, c'était, si on revient un peu au FinOps Hub, si vous vous rappelez, dans FinOps Hub, c'est la partie il y a le plus de consommation en général, parce qu'on va créer des machines virtuelles et on va les oublier. D'accord? Et donc là, notre pattern, il n'est pas très différent de pas mal de clients. Et donc là, c'est à nous aussi, en tout cas, d'entreprendre un certain nombre d'actions, justement, pour optimiser ces coûts. Bon. Aujourd'hui, la facturation, elle est faite à la seconde, avec 1 minute de minimum de facturation. Donc, vous avez juste la première minute. Dès que vous la dépassez, vous passez à la seconde. Et le pricing, il est fait de façon séparée pour tout ce qui est vCPU, mémoire et stockage. Là où ça va être intéressant, c'est tout ce qui est réduction. Vous avez d'abord tout ce qui est Sustained Use Discount. Donc, les Sustained Use Discount, en fait, c'est des réductions qui sont faites directement au niveau de la console à l'utilisation. En gros, plus vous allez utiliser les ressources, plus vous allez avoir des réductions. Donc là, on est au niveau de la console. Donc là, j'ai un projet, j'ai des démos, par exemple. C'est un petit projet que j'utilise pour mes démos. Donc là, si on va dans la partie machine virtuelle, je vais vous montrer comment ça se matérialise. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal quand même de GKE démos qui traînent. Donc là, on va essayer de créer une instance. Hop, donc là, vous allez voir à droite, ça va nous générer, le coût associé à cette machine virtuelle-là. Donc la machine, c'est une machine E2, d'accord? Si on se met sur une machine N1 ou N2, bah, le coût sera différent, d'accord? Ok, donc $56. Donc vous remarquez à droite, vous avez les équivalents pour créer la machine en command line, en REST et en Terraform. Ça, c'est plutôt assez agréable en tout cas, pour aider les clients à faire de l'automatisation. Maintenant, aussi avec du ATI, donc c'est un peu le compagnon IA des développeurs. Donc, ça va aussi vous donner plus d'insights et de recommandations. Pour l'instant, je ne l'ai pas activé sur ce projet-là. Je l'ai sur un autre. Et donc là, vous voyez, au niveau du coût, on a la partie Use Discount. Donc, ce Use Discount-là, c'est la réduction maximale que vous pouvez avoir si vous utilisez la machine virtuelle tout le mois. D'accord? Donc là, c'est le Sustained Use Discount. Donc, c'est tout de suite visible au niveau de la plateforme. Le deuxième type de réduction qui peut être très intéressant, c'est le Committed Use Discount. Donc, le Committed Use Discount, c'est plutôt un engagement que vous allez prendre. Donc, il y a plusieurs types, bien sûr, d'engagements. Donc, il y a des engagements pluriannuels, mais il y a aussi des engagements qui sont plutôt flexibles. Et ça permet, en tout cas, en quelque sorte, de s'engager et payer une certaine quantité de CPU et de RAM, hein, donc un prix qui est convenu à la base, et d'avoir des réductions supplémentaires. Donc, c'est vraiment de l'achat, comme si vous faites de l'achat groupé. Ce que je voulais vous montrer, du coup, par rapport à ça, si on regarde un peu la partie billing, donc ce projet-là, il est associé à un compte de test. Go to the linked billing account, ça s'appelle Sphere Sandbox, donc c'est notre compte Sandbox. Et donc là, il y a un nouveau menu qui est apparu, à part donc la partie Insight qu'on a par défaut, à part la partie reporting dont je parlais tout à l'heure. Donc celle-là, elle existe depuis plusieurs années maintenant, où on a les coûts qui sont
du cost over time. Donc, ça, on peut enlever pour l'instant. Donc là, vous avez donc, la consommation. Hop. Bon, apparemment, included. Ouais, donc en fait, on a des crédits. C'est pour ça. Donc, si on enlève les promotion et orders, attends, je vais enlever juste les discounts et laisser les promotions. Ouais, voilà. Donc, on a des crédits aussi qu'on utilise. Mais donc, vous voyez, en fait, qu'on a jusque-là consommé 1000 euros. Donc, ça dépasse un peu le budget que j'ai annoncé tout à l'heure. Donc, il faut peut-être regarder ce qui se passe. Donc là, on a des coûts qui sont associés à. On a un forecast qui nous amène à quasiment 3000 euros si on continue sur le même trend. Vous avez ici, en fait, les postes de coûts. Donc, on voit très bien que la partie Compute Engine, c'est vraiment la part du roi, Workstation, SQL, ainsi de suite. Après, vous pouvez bien sûr ici filtrer par projet, par folder, par service, par SKU. Tout est possible. Vous pouvez aussi le faire par label. Il faut rappeler tout à l'heure, je peux aussi utiliser les labels. Typiquement, si je veux voir le coût de ma production, je fais env production et donc là, je vois son coût. Et donc, ce qui nous amène à FinOps Hub, d'accord? Donc, c'est un peu le nouvel outil qui est apparu. Donc, ça correspond au screenshot que j'ai pris il y a quelques heures. Et donc, ce que vous allez voir derrière, en fait, c'est les recommandations, ce qui n'était pas dans le screenshot. Donc, nous, on n'a pas de commit parce que nous, fondamentalement, l'usage, il est assez simple qu'on a Google Cloud pour faire des tests, pour faire des POC. C'est plus pour nos clients, en fait. Et nos clients ont intérêt à faire du commit. Nous, notre facture, elle est de 1000 euros par mois. OK, c'est un montant, mais ça n'atteint pas quelques centaines de milliers ou quelques millions, où là, faire un commit, ça a beaucoup d'importance. Et donc là, vous allez voir dans quelques recommandations en disant, voilà, vous pouvez, par exemple, sauvegarder presque 300 $ si vous prenez un abonnement sur 3 ans. D'accord? Après, on le prendra ou pas, peut-être on verra. Mais là, FinOps Hub, j'ai pas encore beaucoup joué avec le produit, puisque ça a été annoncé très récemment. Et donc là, on a notre score qui est de 3,4 sur 5. C'est un score qu'on devrait améliorer. Quand je passerai au Cloud Nord, peut-être que je vous montrerai notre score qui s'approchera sensiblement des 5. Ça peut être un bon objectif. Allez, on va avancer. Bien sûr, vous avez aussi pas mal de recommandations aujourd'hui qui apparaissent dans la console, beaucoup d'intelligence artificielle pour dire, voilà, si vous passez sur un autre type de machine, vous économisez temps, ou inversement, votre machine, elle est sous-utilisée, passez sur la machine supérieure. Donc aujourd'hui, l'IA, elle est partout, elle est infusée dans la plupart des produits. Donc, je passe sur les systèmes de discount, puisqu'on les a vus, sur Kubernetes, parce que c'est parmi les produits qui sont très utilisés clairement en entreprise. C'est pour ça que j'ai un focus particulier, si vous avez remarqué. Donc là, il y a un certain nombre de techniques justement pour optimiser les coûts en faisant de la scalabilité, que ce soit verticale, horizontale ou le cluster auto-scaling. Donc là, je n'aurai pas le temps de tout expliquer, mais voilà, c'est des techniques qui peuvent être intéressantes à définir. Définir aussi les requests et les limites au niveau des pods, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc c'est plein de petites techniques comme ça qui permettent d'optimiser l'utilisation de l'espace d'exécution qui est alloué à Kubernetes. Alors, je vais juste finir sur quelque chose qui est peut-être intéressant. Il y a un autre terme aussi, XOps, j'appelle ça, voilà, qui est là sur la place depuis quelques mois, des années. C'est la partie sustainability. Bon, la plupart, en tout cas, d'entre nous, des cloud providers, maintenant, sont très sensibilisés par rapport à la question environnementale. Et donc, Google a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, hein, clairement, avec des objectifs assez forts pour être carbone neutral, en tout cas 100% green en 2030. Et donc, pourquoi je parle de GreenOps? Parce que c'est souvent lié à la partie FinOps. Parce que plus on va consommer des ressources, par la force des choses, plus on va polluer, en quelque sorte. Plus on va avoir en tout cas un impact et des émissions CO2 qui soient plus importantes. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, il y a un certain nombre aussi de techniques d'outils qui sont mis à disposition justement pour afficher, sensibiliser les utilisateurs par rapport à leur empreinte carbone. Et donc, chez Google, donc, il y a Carbon Footprint. Ça vous donne, voilà, votre consommation, votre bilan des émissions carbone par projet, par mois, par produit, par région. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui peut être utilisé avec des recommandations, bien évidemment. Alors, il n'y a pas forcément je pense pas qu'il y ait une relation, il y a une relation en tout cas entre ce que vous consommez et les émissions, mais il y a aussi en fait un calcul un peu plus global par rapport à l'empreinte, parce qu'en fait, on va aussi prendre en compte les machines qui sont en veille ou les coûts, en tout cas les émissions qui sont liées aux ressources qui sont nécessaires pour que les hosts puissent fonctionner. Parce que vous savez, sur un serveur physique, on ne va pas utiliser 100%.
il y a forcément une partie de host, d'accord, qui aussi a un impact et qui va être en fait un peu réparti sur l'ensemble des utilisateurs d'un point de vue bilan carbone. Donc, je pense qu'on est arrivé à peu près à la fin de notre présentation. On en est bon en termes de timing. Pour en tout cas, pour être sensibilisé et en savoir un peu plus sur la partie FinOps, parce que voilà, c'est un domaine qui est assez passionnant et assez vaste. Euh, D'où vous venez, quel que soit votre background, quel que soit votre cloud provider de prédilection, vous pouvez passer des certifications FinOps practitioner avec la FinOps Foundation et vous pouvez même avoir des certifications professionnelles. Donc là, moi, j'ai des collègues, par exemple, qui sont intéressés par le sujet et qui se sont fait certifier. Donc, ça permet voilà, de consolider leurs connaissances et de valider un peu ce qu'ils ont acquis, en tout cas dans leur quête, dans leur pratique des, euh, des, euh, des méthodologies FinOps. Merci à tous, en tout cas, pour en tout cas, d'avoir patienté jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a des questions pour les quelques minutes qui nous restent? Donc là, il nous reste 7 minutes. S'il y a des questions, bon, n'hésitez pas à les mettre au niveau du chat, du track 1. Je serai ravi d'y répondre. Ça, c'est bien ça. Quelqu'un qui applaudit, c'est pas mal. Bon, des questions? Donc, ça veut dire que j'étais assez clair alors. J'étais assez clair, assez efficace pour expliquer les choses. C'est plutôt rassurant. Bon, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Peut-être à bientôt dans d'autres événements, que ce soit physiques ou virtuels. Et voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à faire du FinOps. C'est très important. Ça permet vraiment d'optimiser vos plateformes cloud. Voilà. Bon, Olivier, est-ce que tu m'entends? Merci, Laurie. Bon, j'attends quelqu'un de l'orga pour reprendre la main, s'il le souhaite bien. C'est ça le piège de finir un peu tôt. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de conférence. Allez, au revoir.